Mars 2003, à Marieville, au cœur du Massif central. Une maison réputée pour être hantée va propulser toute une famille dans une course contre la mort. Je suis pas du genre à croire aux poltergeists, aux fantômes ou à des trucs du genre. Mais là, je dois dire qu'on était face à quelque chose d'inexplicable. Redis-moi ce que tu dis, Emmanuel, redis-le-moi. Cette maison cachait un secret, mais hélas, on a mis trop de temps à le découvrir. C'est quelque chose que je n'explique pas encore aujourd'hui. Une famille sans histoire en apparence va basculer dans un drame sans précédent sur le territoire français. Le cadavre du second enfant de la famille, Emmanuel Colson, est retrouvé au milieu d'une maison totalement retournée. C'est une affaire qui dépasse nos connaissances et qui, je dois bien le dire, nous a profondément marqués. D'après les premiers éléments de l'enquête, le père de famille, Jean Colson, ainsi que sa femme et sa fille Anaïs, restent introuvables. La piste du drame familial est envisagée. Et cette terrible scène a été découverte très tôt dans la matinée par les voisins. C'est mon mari qui a vu que la grange s'était effondrée, que la maison n'était pas fermée. Alors du coup, je suis allée avec lui pour voir. Et là, on a vu à travers la fenêtre de la cuisine le corps d'Emmanuel. Et on a appelé, on a crié, mais les parents n'ont pas répondu. Que s'est-il passé le soir du 25 mars 2003 à Marieville? Un poltergeist est-il vraiment à l'origine de cet épouvantable drame? Dans cette affaire, on est passé, pour ainsi dire, de l'autre côté. Appelle-le. Drame familial, coup de folie ou phénomènes paranormaux, retour sur une enquête extraordinaire qui a été confiée à l'élite de la gendarmerie française, la section 13. Le 25 mars 2003, à Marieville, dans le Massif central, une maison réputée pour être hantée par un poltergeist à la force surpuissante fait de nouveau parler d'elle. La maison, rachetée par la famille Colson il y a quelques années, est le triste théâtre d'un drame découvert tôt dans la matinée par les voisins. Lorsque les secours arrivent sur place, il est hélas trop tard. Emmanuel Colson, 12 ans, est retrouvé mort gisant au milieu de la cuisine. Quant au reste de la famille, ses parents Jean et Sylvie Colson, ainsi que sa grande sœur Anaïs, ils ont tous disparu. Face à ce mystère, les gendarmes de Marieville ont tout de suite envoyé un rapport au ministère de l'Intérieur, et c'est la section 13 qui a été mandatée dessus. C'est une scène apocalyptique que les gendarmes de Marieville ont découvert ce 25 mars. Le général Carnot, qui dirige la section 13, l'unité spécialisée dans les phénomènes paranormaux, se souvient de cette affaire qui a laissé un goût particulièrement amer à toute sa section. Lorsqu'il découvre la teneur des faits dans la matinée du 25 mars 2003, il décide d'envoyer immédiatement ses hommes sur place. J'ai le lieutenant-colonel de gendarmerie de Marieville au téléphone et d'après les premières informations, on a une scène de crime qui est un véritable casse-tête. Emmanuel Colson, 12 ans, est retrouvé mort dans la cuisine. Le corps criblé de morceaux de verre, un tesson de bouteille planté dans le thorax. La maison semble avoir été l'objet d'une puissante tornade qui aurait ravagé la cuisine, le salon et la grange située à 10 mètres derrière le garage. Les meubles sont renversés. Des débris de verre jonchent le sol sur la partie rez-de-chaussée qui est totalement retournée. Et sur les murs, des traces rouges ressemblant à du sang ont fait leur apparition à plusieurs endroits, donnant l'impression que la maison saigne. Même une fois sur place, honnêtement, on a du mal à comprendre ce qui a bien pu se passer. Il y a une petite partie à l'intérieur du domicile des Colson qui est complètement retournée et une vieille grange à 10 mètres de la maison qui s'est écroulée sur elle-même. Lorsqu'on arrive sur les lieux d'un drame comme celui-là, on ne sait que penser. Très vite, je comprends que cette histoire de maison hantée qui, a priori, pourrait faire sourire, est à prendre très au sérieux. Michel Rosemary a enquêté sur cette affaire. Journaliste d'investigation spécialisé dans les phénomènes paranormaux, il a suivi toute l'enquête de la section 13. Quand j'arrive sur place, je n'ai pu recueillir que très peu d'informations. J'ai consulté les archives locales,
J'ai trouvé de vieux articles qui faisaient allusion à une maison où des phénomènes étranges, décrits comme violents, s'y sont déroulés. Et quand j'apprends qu'il y a une jeune victime, 3 disparus, et que la maison a été en partie ravagée, là, je comprends que l'on a affaire à une situation gravissime. La presse et la télévision se sont emparés de l'affaire avant même que les membres de la section 13 ne soient arrivés. La découverte du corps du jeune garçon fait la une des journaux et de nombreuses allusions à une maison hantée fait les gros titres. À Marieville et dans toute la région, on parle du poltergeist. Un fantôme démoniaque à la force hautement destructrice, capable de tuer les vivants. Quand je suis arrivé sur place, il y avait déjà une équipe de secours qui fouillait les décombres depuis plusieurs heures déjà. Parmi les hommes envoyés sur place, il y a le lieutenant Etchebarri, responsable de l'unité scientifique de la section 13, et l'adjudant Pierre Treskin. Ils vont se retrouver dans cette affaire face à un phénomène des plus mystérieux qu'ils aient eu à résoudre. Il y avait cette grange qui s'était comme écroulée sur elle-même, avec des monticules de gravats les uns sur les autres. Et à l'intérieur de la maison, on avait plutôt l'impression qu'il y avait eu une bagarre extrêmement violente. Alors on se dit qu'il va falloir agir vite parce qu'on a un cadavre et 3 disparus. L'état de cette maison réputée pour être hantée, la mort de cet enfant et la disparition suspecte des parents et de leur grande fille ne permettent pas de comprendre ce qui a pu se passer dans la nuit. Et ce début d'enquête pose plus de questions qu'il n'apporte de réponses. La grange est dans un état épouvantable. C'est plus qu'un tas de débris. Il y a des sacs de plâtre, des morceaux de ciment, en fait, sans doute des matériaux qui étaient entreposés là, mais qu'on retrouve complètement explosés au sol. Le commandant Lournec, spécialiste en psychologie et parapsychologie au sein de la section 13, s'est rendu sur place en premier. 4 heures après la découverte du corps d'Emmanuel, le 2e enfant de la famille Colson, elle découvre les lieux du drame et interroge les premiers témoins. Il y a une jeune victime, les parents et la grande sœur qui ont disparu, une grange qui s'est écroulée sur elle-même, une maison partiellement retournée, et si on en croit les premiers témoins, cette habitation a la réputation d'être maléfique. Que s'est-il passé dans cette maison? Qu'est-il arrivé à ce jeune garçon de 12 ans? Pourquoi ses parents, Sylvie et Jean Colson, ont-ils mystérieusement disparu avec l'aîné de la famille? Lorsque les membres de la section 13 découvrent les premiers rapports d'enquête, ils ne comprennent pas tout de suite l'ampleur du défi qui les attend. Je vais immédiatement interroger les voisins, les Boras. C'est eux qui ont donné l'alerte. Je veux dire que je suis plutôt surprise par leurs réponses concernant l'état de la maison. Sophie Boras est la première à avoir été intriguée par l'état de la maison le matin du 25 mars 2003. C'est elle et son mari qui ont prévenu les secours. Interrogée par le commandant Lournec à l'époque des faits, son témoignage va vite ébranler les convictions des enquêteurs sur la nuit du drame. L'enquêtrice qui nous a interrogés, moi et mon mari, nous a curieusement demandé depuis combien de temps la maison des Colson était sans dessus-dessous. Alors, je lui ai expliqué qu'il n'y avait rien de particulier à signaler, que la maison était en travaux et que la grange qui s'est écroulée était remplie de matériaux jusqu'au plafond et que le reste de la maison était en ordre. Ils m'ont expliqué que la veille des faits, la maison était parfaitement propre et rangée. Ce qui veut dire que les couleurs rouges sur les murs, les meubles retournés dans tous les sens, les aspects défraîchis un peu partout, tout ça se serait produit dans la nuit. L'enquêtrice m'a montré les photos qu'elle a prises dans la cuisine et dans le salon. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. La veille, j'étais venue pour récupérer un bouquin pour mon fils que Sylvie voulait lui prêter. Et la maison était parfaitement clean. Comment une maison a-t-elle pu être ainsi retournée en l'espace d'une seule nuit? Le service vidéo arrivé sur place pour tourner les premières images de la maison a tourné des séquences qui montrent l'ampleur des dégâts. L'adjudant Pierre Treskin se souvient de cette impression étrange qu'il a eue lors de son arrivée. On fait la procédure habituelle, mais honnêtement, à ce moment-là, on a une drôle de sensation. Comme si s'était passé quelque chose dans cette maison qui nous dépasse. On sent bien que la mort de ce jeune garçon est vraiment étrange. Et on se dit que ça va être très compliqué d'expliquer tout ça, parce que c'est assez incompréhensible et il n'y a rien qui concorde. Il y a des éléments qui donnent l'impression qu'il y a eu une bagarre violente. Il y a des choses renversées partout.
le cadre au mur explosé. Alors d'un autre côté, on a cette grange qui s'est écroulée sous des tonnes de décombres. Et là, franchement, on a plutôt l'impression qu'une tornade est passée par là. Les enquêteurs de la section 13 ont du mal au début de cette affaire à imaginer ce qui pourrait être à l'origine de ce désastre. L'état de la maison laisse plutôt penser qu'un phénomène météorologique a pu tout dévaster. Et en même temps, le corps de la victime, Emmanuel Colson, retrouvé mort dans la cuisine, va mettre les enquêteurs sur une piste criminelle. C'est assez spécial comme début d'enquête. On a le corps d'un enfant et on a de vrais doutes sur l'aspect accidentel de sa mort. Le capitaine Brunel, responsable de l'unité d'investigation de la section 13, avec son adjoint, le maréchal des logis Delorme, sont arrivés l'après-midi sur la commune de Marieville. Habitués des affaires particulièrement complexes, ils vont se retrouver lors de cette enquête face à une scène de crime plutôt délicate à interpréter. Le petit Emmanuel a été retrouvé dans un capharnaüm indescriptible. On s'imagine l'enfer qu'il a dû vivre avant de mourir. Tout est dévasté. Et on comprend vite que ce gamin, qui doit avoir 10-12 ans, a dû agoniser de longues heures. Son corps est criblé de morceaux de verre. Il a un énorme tesson de bouteille planté dans le thorax. Les traits de son visage semblent faire état d'une grande frayeur. Et sur le coup, il est vraiment impossible de définir si on a affaire à un meurtre ou un accident. Dans ce type d'enquête où le temps presse particulièrement, parce que l'on ne sait pas où est passé le reste de la famille, je fais en sorte que mes enquêteurs partent avec le camion de l'IRCGN afin que les prélèvements faits sur place soient immédiatement analysés. L'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale, a été créé 16 ans après la section 13, en 1990. Dirigé par le lieutenant Etchebarri depuis 5 ans, il regroupe des scientifiques chargés des travaux en physique et chimie, explosifs, toxicologie et balistique entre autres. Une seconde division s'occupe d'ingénierie et traite les questions d'informatique ou des véhicules. La dernière, appelée l'identification humaine, concerne les empreintes digitales, la médecine légale, l'entomologie et la génétique. Lorsque l'on travaille avec le véhicule de l'IRCGN, on peut gagner jusqu'à 1 semaine sur une enquête. Et justement, dans cette affaire, il fallait agir vite et tenter de répondre à beaucoup de questions en un minimum de temps. Pendant que les équipes de la section 13 explorent la région à la recherche des autres membres de la famille Colson, le tesson de bouteille retrouvé dans le corps de la jeune victime est analysé par le lieutenant Etchebarri dans le camion de l'IRCGN. Les premières constatations s'avèrent être particulièrement inquiétantes et expliqueraient en partie la disparition du reste de la famille. Nous avons très vite identifié sur le tesson de bouteille des empreintes digitales. En les comparant à d'autres empreintes, on comprend qu'elles appartiennent au père de famille, Jean Colson. Les marques étaient fortes, comme s'il avait serré la bouteille de toutes ses forces. Est-ce un accident? Ont-ils été agressés? A-t-il cherché à se défendre? Ou est-ce lui qui s'en est pris à son enfant? Sur l'instant, la présence de ces empreintes ne prouve absolument rien. Mais bon, quand on tient une bouteille à l'envers, c'est soit parce qu'on veut la déboucher, soit que l'on veut s'en servir comme d'une arme. C'est la raison pour laquelle je demande à la cellule scientifique de tenter d'identifier d'autres traces, et notamment celles d'individus qui auraient pu rentrer dans la maison. On a cherché, indice d'effraction, traces de lutte, empreintes, mais il n'y a aucun marqueur de présence d'autres individus dans cette maison. Et d'instinct, on se dit que c'est le père qui est derrière tout ça. On a la voisine en plus qui nous dit avoir entendu la voiture démarrer au milieu de la nuit. Et on se dit que le père de famille a embarqué la mère et la fille. Jean Colson aurait-il décidé d'éliminer les membres de sa famille dans un coup de folie? Les empreintes du père, retrouvées sur le tesson de bouteille que le jeune homme a dans le thorax, laissent imaginer ce qui a pu arriver à Madame Colson et à sa fille. Pour les enquêteurs de la section 13, la piste du coup de folie meurtrier semble être la bonne. Mais quelles raisons ont pu faire basculer Jean Colson dans une pareille folie? Les enquêteurs s'intéressent alors à cet homme de 53 ans, bien connu dans la région. Bien que les différents témoignages familiaux et de voisinage décrivent une famille sans histoire, les enquêteurs fouillent dans la vie de cet homme afin de déceler un élément qui pourrait apporter un semblant d'explication et permettre enfin de privilégier un début de piste. Tout est détaillé. Leur fréquentation, leur famille, leur emploi, leur vie privée décortiquée, présence éventuelle d'une liaison ou d'un problème lié à leur travail. Enfin, tout ce qui pourrait éclairer la situation. C'est un homme droit, sympathique.
Sylvie, son épouse, est institutrice. Elle travaille beaucoup pour son école et pour les associations du village. Tout le monde parle de gens sans histoire, bien sous tout rapport. Si cette famille est au-dessus de tout soupçon, alors comment expliquer le départ précipité de Jean Colson en pleine nuit, emmenant avec lui sa femme et sa fille, et laissant derrière lui son petit garçon de 12 ans mort dans la maison? C'est vrai qu'à ce moment de l'enquête, on se dit que tout cela n'est pas très logique. Dans quel cas de figure peut-on imaginer que des parents laissent leur enfant mort ou mourant et partent en voiture sans prévenir personne? Ils n'ont pas appelé les secours, ils se sont rendus dans aucun hôpital, ni à la gendarmerie. Alors, soit ils ont été enlevés, soit ils savent très bien ce qu'ils font, et cela fait évidemment penser à la thèse d'un drame familial. La question, c'est de savoir si Jean Colson a pu vivre une crise de folie entraînant sa famille vers la mort. En tout cas, les analyses sont formelles. C'est lui qui tenait le tesson de bouteille qu'on a retrouvé dans le thorax de son enfant. Alors forcément, on est assez pessimiste concernant la suite des événements. Il est évident qu'il s'est passé des choses dans cette maison particulièrement violentes. Et quand on voit l'état des pièces, on a vraiment l'impression que quelqu'un a pété les plombs. Et dans une crise de folie, a tout détruit. Il y a l'état de la grange qu'on n'explique pas vraiment. Alors les équipes de secours qui fouillent les décombres pensent qu'un départ de feu a pu provoquer une implosion pour tout fait s'écrouler. Et vu que la grange était dans un sale état, elle a pu tomber facilement. Et puis les résultats de l'autopsie du jeune Emmanuel Colson arrivent. Le tesson de bouteille est enfoncé de 8 cm dans le thorax. Le cœur de l'enfant a bien sûr été touché. Mais apparemment, ce n'est pas la première cause de son décès. D'après les premiers résultats d'analyse de l'autopsie du jeune Emmanuel Colson, l'enfant serait décédé d'une crise cardiaque quelques secondes avant d'avoir le thorax perforé par le tesson de bouteille. Une crise cardiaque. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais pour que le cœur d'un enfant lâche, c'est qu'il a dû vivre quelque chose de terrifiant. Au cours de ma carrière, j'ai déjà été confronté à des cadavres d'enfants. Et je dois avouer que j'ai toujours beaucoup de mal dans ces moments-là. Mais une chose est sûre, je ne suis pas prêt d'oublier l'expression d'horreur figée sur son visage. Sa mort est particulièrement atroce. Il a dû être terrorisé. Mais par quoi, par qui? À ce stade de l'enquête, on n'en sait pas plus. Toutes les pistes sont envisagées. Cambriolage ayant mal tourné, enlèvement, drame familial, crime passionnel, fuite. Rien en l'état actuel de l'enquête ne permet de favoriser une piste par rapport à une autre. Le décès de cet enfant est particulièrement atroce, plus que suspect. Qui est responsable de sa mort? Que s'est-il passé exactement dans cette maison? Est-elle hantée par un poltergeist, comme certains habitants l'affirment? Pendant que les brigades de gendarmerie et de pompiers s'attellent à la recherche du reste de la famille, les enquêteurs de la section 13 se penchent sur cette histoire de maison hantée. Ils vont très vite découvrir que Jean Colson n'était pas tout à fait l'homme calme et tranquille que tout le monde décrit, car sa maison lui aurait causé d'énormes soucis. Jean Colson était devenu agressif, violent, et sa voisine avait eu peur de lui à plusieurs reprises quelques jours avant les faits. Il ne dormait plus et c'est sa femme qui m'a raconté, il passait ses nuits à scruter sa propre maison au moindre bruit. Il passait des heures assis sur une chaise qu'il avait installée dans le vestibule, en état d'alerte, les yeux grands ouverts. En fait, ce qu'il voulait, c'était surprendre les phénomènes qui se produisaient. Il était devenu odieux, il en voulait à tout le monde. Enfin, c'était plus le Jean Colson qu'on connaissait. Au début de nos investigations, on a interrogé en particulier le maire de cette commune. Il nous a parlé de cette maison hantée, la maison des Colson. Paul Barthaud, maire de Marieville à l'époque des faits, est aujourd'hui à la retraite. Il était très ami avec Jean Colson et 11 ans après le drame, il a accepté de revenir avec nous sur cette histoire qui avait fait trembler les habitants de sa commune et qui a à jamais marqué sa mémoire. 2 mois environ avant le drame, Jean Colson est venu me voir en mairie. Il me racontait que ses enfants étaient terrorisés par des bruits terrifiants. Parfois, des ampoules éclataient sans raison, des meubles bougeaient. Mais en même temps, il me donnait l'impression que c'était lui qui faisait régner une sorte de psychose. Paul Barthaud a été clair dans son témoignage de l'époque. Il a trouvé Jean Colson complètement transformé. Lui qui d'ordinaire était calme et réservé, était devenu complètement agressif. Apparemment, il reprochait au maire de lui avoir vendu une maison hantée. Quand il l'a achetée, il était parfaitement au courant de ce qui se disait sur cette maison. Pourtant, il me disait que parfois, il ne dormait plus pendant des nuits complètes. Quels sont ces phénomènes paranormaux dont a fait part Jean Colson quelque temps avant le drame? De quoi cet homme avait-il peur au point de passer ses nuits à surveiller sa maison?
La fin de ce premier jour d'enquête laisse les membres de la section 13 dans une situation qui ressemble à une impasse. Le lendemain, tous se penchent sur l'histoire de cette maison réputée habitée par un poltergeist et ils vont faire une découverte étonnante. C'est le deuxième jour d'enquête, si je me souviens bien, que l'on a découvert l'histoire de cette maison hantée. Et c'est là qu'on a trouvé aux archives des images incroyables. C'était un reportage des années 70 sur cette même maison avec un drame qui ressemble trait pour trait à notre affaire. Les membres de la section 13 découvrent alors à travers des archives vidéo et photos que la maison a déjà été le théâtre de manifestations paranormales graves. Par le passé, elle appartenait à un couple de quadragénaires perçus par les habitants du village comme étant un peu bizarres, Giovanni et Monica Benifacio. Cette dernière, connue pour ses talents de médium, pressentait la présence de fantômes dans la maison. Dans la nuit du 9 juin 1973, elle supplie son mari de quitter la demeure avec elle. Elle ressent alors qu'un esprit malfaisant veut s'en prendre à eux. Son mari, plutôt sceptique quant aux dons de son épouse, décide de ne pas la suivre et de rester dans la demeure. Et sur les coups de 23h30, un drame d'une ampleur phénoménale a lieu. Nous avons pu nous procurer en exclusivité ces images exceptionnelles filmées le lendemain du drame, le 10 juin 1973. Elles ont été tournées par la télévision régionale quelques heures après la découverte du corps de Giovanni Benifacio, décédé dans des circonstances particulièrement étranges. La maison à l'intérieur a été partiellement détruite. Les ampoules ont éclaté, les meubles sont renversés. On a l'impression qu'une véritable tornade est passée sur la maison en ne touchant que l'intérieur. Mais le fait le plus troublant concerne la voiture de Giovanni Benifacio. Celle-ci, garée à l'extérieur de la maison, s'est retrouvée comme aimantée contre la façade. Quelle force a pu ainsi propulser le véhicule qui s'est retrouvé proche de la lévitation? Les enquêteurs de l'époque se sont retrouvés face à une véritable énigme. C'est vrai que ce film était particulièrement intéressant, car la maison en 1973 avait subi les mêmes dommages que dans notre enquête, 30 ans plus tard. On voit que la demeure a été totalement retournée. La voiture garée sur le bord de la route a été comme projetée et encastrée dans la façade. Les meubles brisés, flanqués au sol, les ampoules éclatées, et tout le réseau électrique a subi des surtensions phénoménales. Giovanni a trouvé la mort au milieu de la nuit dans son jardin. Il a été retrouvé le corps criblé de verre. Apparemment, il a tenté de sauter par la fenêtre pour fuir quelque chose. Et dans sa chute, sa tête a percuté une planche. Il est mort sur le coup. La gendarmerie de l'époque n'a pas pu expliquer ce qui s'est réellement passé. Quand elle avait été entendue par les services d'enquête, Monica Benifacio avait affirmé qu'elle n'était pas là la nuit du drame. Ce qui s'est passé, c'est qu'elle avait eu un mauvais pressentiment. Donc elle avait quitté le domicile. Elle avait demandé à son mari de l'accompagner, mais il avait refusé. C'est alors qu'il avait trouvé la mort. Elle sentait que des poltergeists voulaient s'emparer de la maison et qu'il fallait fuir. Après le décès de son mari, la médium avait préféré quitter le village et elle est partie s'installer chez sa sœur à Perpignan. Monica Benifacio n'est jamais revenue à Marieville et sa maison est laissée à l'abandon pendant de nombreuses années. Très rapidement, elle devient un lieu désigné comme étant maudit par tous les Marivillois. Certains sont même convaincus que Giovanni Benifacio est décédé car il s'est retrouvé face à face avec une entité démoniaque. 26 ans plus tard, Jean Colson achète cette maison à bas prix et décide de la rénover entièrement. La famille s'est rapidement installée dans la maison après avoir effectué d'importants travaux. En dehors des murs porteurs, ils ont totalement réorganisé les pièces. C'est vrai que cette maison a été totalement transformée. On peut même dire que l'ancienne demeure, celle qui abritait, d'après les Marivillois, un fantôme, n'existait pour ainsi dire plus. En me faisant visiter un jour, Jean Colson m'a dit « Il va avoir du mal à s'y retrouver, votre fantôme ». Malgré les importants travaux de rénovation qui ont totalement métamorphosé la maison, les Colson vont se retrouver confrontés à des manifestations paranormales. Quelque chose de terrifiant vit dans les murs de la demeure. Une entité invisible qui va profondément perturber Jean Colson et sa famille.
Toutes les manifestations que les Colson ont vécues étaient les mêmes que ce qui s'était passé à l'époque des Bonifacio. C'était terrifiant. D'ailleurs, à plusieurs reprises, ils ont passé plusieurs jours à l'hôtel parce que la maison était dangereuse. Ce sont ces éléments qui vont faire basculer l'enquête. Il faut dire que les pistes jusqu'à présent exploitées n'apportaient à ce jour aucun élément sérieux qui puisse mettre en évidence un début rationnel d'explication. Et même si la thèse du drame familial mettant en cause Jean Colson était la piste privilégiée, la piste sérieuse, cela restait pour le moins hypothétique. Le matin du deuxième jour, les recherches sous les gravats de la grange n'ont rien donné. Aucun corps des membres de la famille n'est retrouvé enfoui sous les décombres. De leur côté, le lieutenant Etchebarri et l'adjudant Treskin examinent en détail la maison. Les enquêteurs de la section 13 penchent sur la thèse que Jean Colson lui-même serait responsable de ces dégâts considérables. C'est vrai qu'on a l'impression qu'un séisme s'est abattu sur cette maison. Sauf qu'à part la grange, c'est l'intérieur qui est dévasté, seulement l'intérieur. Et tout particulièrement la cuisine, la buanderie et le garage. Des dizaines de briques et de panneaux en préfabriqué qui devaient servir à la réalisation de cloisons pour le grenier étaient brisés, recouvrant le sol et créant un tas de gravats impressionnants, comme si tous ces matériaux avaient été cassés à coups de masse. Comment peut-on imaginer que le reste de la famille quitte la maison en laissant leur fils pour mort dans la cuisine? Ils n'appellent pas les secours, ils disparaissent sans explication. On pense tous qu'en fait ils sont sous la menace de quelqu'un et que cette personne est autre que Jean Colson. Moi, ça me semble assez logique sur l'instant. On a déjà eu des affaires où une personne seule était capable de faire un véritable carnage, en s'en prenant à tout sur son passage. Et puis ensuite disparaître en laissant ses victimes sur son chemin. Lors du rapport vidéo retransmis par l'adjudant Treskin le matin du deuxième jour d'investigation, l'état des lieux est impressionnant. Et surtout, un incident particulièrement étrange va sérieusement ébranler les convictions des enquêteurs quant aux événements qui ont poussé Emmanuel Colson, 12 ans, vers la mort. Avec l'autorisation de la section 13, nous allons pouvoir vous montrer l'intégralité des images tournées ce jour-là. Des images exceptionnelles, jusqu'alors classées secrètes. À 6h45 du matin, l'adjudant Treskin, accompagné du lieutenant Etchebarri, inspecte la cuisine ainsi que le couloir et l'escalier de la maison. L'enfant s'est déplacé de 37 mètres depuis sa chambre jusqu'à la cuisine. La première marque de blessure se situe en haut de l'escalier et provient visiblement d'une chute sur des morceaux de verre. On voulait comprendre le trajet qu'Emmanuel Colson avait effectué et surtout comment il avait pu se retrouver là, dans cette cuisine, à 1h du matin. Donc on relevait des traces pour en quelque sorte reconstituer son parcours. Quelques minutes plus tard, les membres de la section 13 s'apprêtent à terminer leurs investigations en s'attachant plus particulièrement aux traces de sang retrouvées sur les murs. Et sur le mur, du sang déjà coagulé. Du sang par projection, les prélèvements sont en analyse. Sur le coup, on pense que les traces de sang qu'il y a sur les murs montrent que quelqu'un a été frappé avec une violence indescriptible pour laisser de telles marques. Ces traces de sang appartiennent certainement à un autre membre de la famille. Pour moi, il y a fort à parier qu'il s'agit soit du sang de la fille, ou celui de la mère. À 8h45, l'adjudant Treskin et son équipe procèdent au dernier prélèvement dans la buanderie de la maison des Colson. Franchement, on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Il y a une force qui a tout renversé sur son passage et c'était dans la pièce où l'un de mes hommes procédait à des analyses. Quel phénomène mystérieux vient de se produire dans cette maison? Les enquêteurs de la section 13 ont-ils été à leur tour victimes de phénomènes paranormaux?
On venait d'assister à un phénomène qui avait sans doute beaucoup de similitudes avec celui qui s'était produit la nuit du drame. Et il apparaît évident que dans cette maison, il y a des forces qui nous dépassent. Et puis surtout, il y a cette espèce d'implosion dans la pièce, une sorte de déflagration qui dure moins d'une seconde et qui est capable de projeter du verre à une vitesse incroyable. Le scientifique de la section 13 qui a été touché a reçu des éclats de verre tout autour de l'œil. Ses jours ne sont pas en danger. Et au moment de l'évacuer vers l'hôpital le plus proche, les enquêteurs découvrent avec stupéfaction que la maison se met à saigner. Ce jour-là, tous mes collègues se sont tournés vers moi. Il leur fallait une explication logique. Les fantômes, les poltergeists, ce genre d'entité, ça n'existe pas. Il fallait identifier l'origine de tout ça. Ces mystérieuses traces de sang sont immédiatement prélevées et étudiées dans le laboratoire mobile de la section 13. Et les résultats sont plus que troublants. C'était assez effarant, mais il ne s'agissait pas de sang humain, mais celui de larves qui vivent dans les murs. Ce sont des insectes microscopiques que l'on retrouve dans les parois qui ont été couvertes de peinture au plomb. Et sous l'effet d'une pression très forte, ils ont littéralement éclaté, libérant ainsi ce liquide rouge. Ces insectes qui sont à l'origine de ce phénomène visuel très impressionnant sont en réalité des araignées rouges. Les murs couverts de peinture au plomb constituent pour elles un lieu idéal pour se reproduire et proliférer. Les tests en laboratoire effectués par le lieutenant Etchebarri ont montré que ces insectes exposés à une pression de 18 bars pouvaient littéralement exploser, causant ainsi de curieuses impressions sur les murs. C'est un phénomène qui peut faire croire que du sang humain a été projeté. Ou alors, pour ceux qui ont plus d'imagination, on peut penser que les murs saignent. J'ai fait des tests en laboratoire qui reproduisent le même phénomène. Et de là à imaginer quelle force avait pu provoquer tout ça, je dois dire qu'on comprenait de moins en moins ce qui avait pu se passer dans cette maison. Et puis là, l'enquête prend une tournure particulièrement bizarre. Après cette deuxième journée d'enquête mouvementée, les membres de la section 13 sont sous le choc. Ils viennent d'être confrontés à leur tour à un phénomène inexplicable. Conscients que ces événements sont certainement similaires à ceux qui ont pu se dérouler 2 jours plus tôt dans la nuit du 25 mars 2003, ils s'interrogent sur l'interprétation des faits. Rien n'est clair dans cette affaire. On a de plus en plus de mal à expliquer ce qui s'est passé. C'est une journée particulièrement difficile ce 26 mars 2003. Un de mes hommes est sérieusement blessé. Et puis on peut dire qu'au niveau des investigations, c'est l'impasse. On ne peut être sûr de rien, parce qu'on est face à des phénomènes et à des événements qui nous dépassent complètement. Que se passe-t-il dans cette maison de Marieville? Abrite-t-elle, comme certains le prétendent, un poltergeist capable de déclencher des forces meurtrières? Ou ces événements cachent-ils une sombre histoire criminelle orchestrée par un homme sous pression, Jean Colson? A-t-il pu tuer son fils et le reste de la famille? Le 3e jour d'enquête est celui où la section 13 va vivre un incroyable rebondissement. Car le commandant Lourneck va retrouver la trace de Monica Benifacio, la médium, qui avait perdu son mari 30 ans auparavant dans cette maison. Au cours de mes investigations, j'ai découvert que Monica Benifacio était encore vivante. Donc je l'ai appelée pour qu'elle me parle de ce qu'elle avait vécu dans cette maison. Et quand je lui ai expliqué ce qui venait de se produire, à savoir la mort du petit Emmanuel et la disparition du reste de la famille, elle était très touchée. Elle m'a immédiatement demandé si elle pouvait venir. Le 27 mars 2003, 3 jours après la découverte du corps d'Emmanuel Colson et la disparition du reste de la famille, Monica Benifacio revient sur place. Dotée de pouvoirs de médium exceptionnels, elle va alors aider les enquêteurs dans la résolution de cette incroyable affaire. Elle est arrivée dans l'après-midi et le maire du village, Paul Barthaud, était avec nous pour l'accueillir. Il l'avait bien connue et son retour à Marieville était vécu comme un événement. Oui, je dois dire que cette femme avait vraiment un don de médium. Et je n'étais pas le seul à qui Monica rapportait ses discussions avec nos disparus. Je me souviens d'elle à l'époque, dans les années 70. J'avais 10, 12 ans. Et elle donnait régulièrement des nouvelles des morts aux gens, si je puis dire, aux gens du village. Et moi, quand j'ai perdu ma mère décédée d'un cancer, elle venait me voir, me rassurait, me disait qu'elle était tranquille là où elle était, et en me glissant des secrets que seuls ma mère et moi connaissions. Tous les habitants se souviennent parfaitement de Monica Benifacio. Elle était une médium connue, respectée dans sa région, et c'est vrai que de plus en plus de personnes ayant du mal à faire leur deuil faisaient appel à ses services, car elle avait plusieurs techniques, plusieurs méthodes pour entrer en contact avec les défunts. Et puis cette femme est arrivée, elle m'a, comment dire,
Je crois qu'elle a mis sérieusement à l'épreuve mes convictions scientifiques. Et je ne sais pas l'expliquer aujourd'hui, mais ce qu'elle nous a fait vivre, à moi et mes collègues, est particulièrement troublant. Monica Benifacio n'avait pas remis les pieds dans la région depuis la mort de son mari, Giovanni Benifacio. Escortée par les membres de la section 13, cette médium hors norme va faire littéralement basculer l'enquête. J'étais alors avec un des caméramans de la télévision locale et je dois dire que l'arrivée de Madame Benifacio devant la maison était spectaculaire. Ses mots, sa gestuelle, c'était assez impressionnant. Nous sommes parvenus à nous procurer les images tournées le 27 mars 2003. Elles ont été filmées par le journaliste Simon Talbot, ainsi que par le service vidéo de la section 13. Elles montrent dans leur intégralité les événements qui vont pousser les enquêteurs vers une incroyable découverte. Monica Benifacio arrive à 10h15, accompagnée des membres de la section 13, devant ce qui était autrefois sa maison. En l'espace de 30 ans, la maison s'est totalement métamorphosée. Un premier étage a été rajouté et seuls les murs porteurs de l'ancienne bâtisse ont été gardés. Malgré ces énormes transformations, les lieux sont, semble-t-il, restés très familiers à Monica Benifacio et la médium va se retrouver confrontée à son propre passé. Oh mon Dieu! Non! Giovanni! La médium est alors prise d'un étrange malaise. Elle est intriguée par la présence derrière la fenêtre du premier étage de la silhouette de son mari, décédé en 1973. Elle nous a montré la fenêtre du premier qui donnait sur la rue, et puis tout à coup, elle a commencé à parler de manière très étrange en s'adressant à son mari mort 30 ans plus tôt. Elle l'appelait comme si elle pensait qu'il était dans la maison. Giovanni! Aide-le, mon chéri. Aide-le. Il ne sait pas qu'il faut qu'il aille vers la lumière. Appelle-le. Appelle-le. Fais ça pour moi. On a un petit peu de mal à la suivre sur le coup. En fait, elle s'adresse à son mari qui est mort en 73 et lui demande s'il peut aider Jean Colson à le rejoindre. Ce qui se passe est totalement surréaliste. On a là cette médium qui semble parler avec des morts, ça arrive d'un coup, elle rentre en conversation avec, de notre point de vue, personne. On n'entend rien, on voit rien, et ça c'est plutôt déconcertant. On se demande en clair si elle n'est pas en train de délirer. Elle se décide de rentrer à l'intérieur, et là ça devient vraiment particulier. Cette visite dans ce lieu qui autrefois a été sa propre maison semble être particulièrement difficile à vivre pour Monica Benifacio. 10 ans après ces faits, cette médium au pouvoir extraordinaire a accepté de nous rencontrer pour revenir avec nous sur cette inoubliable journée. Elle se souvient encore de cette mystérieuse présence et de cette conversation si particulière qui va mener tout droit les enquêteurs de la section 13 sur les traces d'une incroyable vérité. Au moment de rentrer dans la maison, j'ai ressenti que M. Colson m'attendait pour partir définitivement. Il m'attendait car il avait un gros problème avec son fils, le petit Emmanuel. Monica Benifacio va alors affirmer aux enquêteurs que Jean Colson, cet homme que tout le monde croyait parti en voiture avec sa femme et sa fille, est décédé depuis à peine 1 heure. Il était là il y a 1 heure. Mais maintenant, son âme est partie. Honnêtement, sur le coup, je pense qu'on est en train de perdre notre temps. J'ai vraiment l'impression que cette personne est en train de divaguer. Et puis tout d'un coup, son récit se fait plus percutant. Surtout lorsqu'elle est entrée en conversation avec Emmanuel Colson.
ce garçon de 12 ans qui a perdu la vie 2 jours plus tôt dans la cuisine. Elle le voit dans les escaliers qui montent dans sa chambre. Le petit lui parle et elle nous retranscrit tout ce qu'il lui dit. Il est en colère. Je me souviens encore entendre ce petit garçon. Il était très ému et d'une infinie tristesse. Il devait me dire quelque chose. Je le sentais. Mais il n'y arrivait pas. Redis-moi ce que tu dis, Emmanuel. Redis-le-moi. Je peux t'aider, tu sais. Monica Benifacio semble s'adresser au petit Emmanuel Colson, 12 ans, qui, selon elle, se tient dans l'encadrement de la porte. Au bout de quelques secondes de silence, la médium va retranscrire la réponse de l'enfant, particulièrement inquiétante. Celui-ci semble affirmer que ses parents sont toujours dans la maison et ne l'ont jamais quitté. Redis-moi, Emmanuel. Redis-moi ce que tu avais à me dire. Derrière? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Emmanuel Colson semble avoir subitement quitté l'endroit. À travers ces affirmations retranscrites par la médium, l'enfant affirme que ses parents ont été avalés par la maison. Là, en un éclair, une pensée a traversé mon esprit. Je me suis souvenu de la vidéo tournée dans les années 70, à la mort de son mari. La voiture était encastrée dans la façade, comme si elle avait fait un tonneau suite à un glissement de terrain. Mais elle donnait aussi l'impression d'avoir été comme aimantée par la maison. Etchebarri nous a expliqué que si le reste de la famille était encore là, c'est qu'ils étaient peut-être sous nos pieds. Mais les décombres avaient déjà été fouillés et il n'y avait que des tonnes de gravats. Par contre, si la médium avait raison, les Colson avaient été avalés non pas par leur maison, mais par la grange. C'est vrai que la grange était totalement détruite et nous n'avions aucune explication plausible à ce sujet. Il fallait vérifier ce que cachait ce tas de gravats. En 2 jours, les pompiers présents avaient déjà beaucoup déblayé de décombres à la recherche de corps, mais ils n'avaient rien trouvé. Le lieutenant Etchebarri a alors avancé cette théorie assez incroyable, consistant à penser que les Colson avaient peut-être été victimes du magnétisme de leur maison. Nous avons, avec la participation de la mairie, procédé à l'examen du sous-sol de la maison et très vite, nos recherches ont payé. Le 27 mars 2003, à 17h45, 2 autres équipes de pompiers se rendent sur place afin de prêter main forte aux équipes de la section 13. Sous les ordres du lieutenant Etchebarri, ils vont procéder à une fouille des gravats en creusant très profondément sous la grange de la famille Colson. On a fait venir un engin capable de déblayer des quantités plus importantes de gravats. Là, on allait pouvoir aller plus vite. On ne savait pas à quoi s'attendre, mais au bout d'une demi-heure, la théorie d'Etchebarri s'est révélée être exacte. Très rapidement, le lieutenant Etchebarri et l'adjudant Pierre Treskin se rendent compte qu'un important champ magnétique a pu être à l'origine du drame du 25 mars 2003. Progressivement, ils établissent un scénario pouvant expliquer l'effondrement de la grange de la famille Colson. En creusant, on s'est rendu compte que le sol de la grange s'était comme effondré sur lui-même. Il était particulièrement tendre à cet endroit et l'argile qui le composait à 90% aurait très bien pu, à la manière des sables mouvants, ensevelir la voiture des Colson en une fraction de seconde. Ensuite, les murs se sont écroulés, suivis de la toiture, créant un enchevêtrement de matériaux qui ont fait couvercle en quelque sorte. Et le conducteur du petit tractopelle qui bossait dessus depuis 2 jours ne pouvait pas se rendre compte de la quantité de matériaux sur laquelle il évoluait. Et surtout, ce terrain particulièrement meuble, qui partait de dessous la maison jusque sous la grange, produisait des forces électromagnétiques hors normes. Tout a alors été étudié, décortiqué, les rayonnements telluriques, les veines d'eau souterraines et les hauts courants magnétiques. Et lorsque nous avons fait venir sur place des appareils de mesure spécifiques permettant d'étudier la nature du sol, là, on a compris que le mystère de cette demeure était placé en dessous, très profondément. Les mesures effectuées par les équipes du lieutenant Etchebarri sur le sol de la demeure semblent montrer l'existence d'une importante faille tellurique. Une faille générant un puissant champ électromagnétique et modifiant complètement les résistances électriques à l'intérieur de la maison.
L'habitation réputée hantée de Maryville a été construite sur une faille indétectable placée sous la maison, laissant passer par moments des forces telluriques libérant des champs magnétiques capables de tout dévaster. Des forces capables de déplacer le mobilier et de faire voler le verre en éclats, je peux vous dire, c'est quelque chose de diabolique. On avait du mal à y croire. Cette maison subissait des forces qui pouvaient s'apparenter à un poltergeist. Sauf qu'il s'agissait à la fois de quelque chose de rare, tout en restant rationnel. En dégageant la grange de tout cet amas de morceaux de murs, charpentes, tuiles cassées, et en creusant de plusieurs mètres dans une terre argileuse, les enquêteurs vont mettre au jour un trou béant qui s'est refermé sur lui-même. Je ne sais pas si vous vous imaginez, mais sous cette grange, les experts ont découvert une faille de 85 mètres. J'ai fait venir des hommes expérimentés, capables d'entreprendre une spéléologie à haut risque pour découvrir ce qu'il y avait dans ce trou. Et ce que l'on redoutait le plus est arrivé. Au bout de 5 minutes de descente, les Colson ont été retrouvés. Après plusieurs heures de déblaiement des voies d'accès, une descente en rappel à l'intérieur du trou va permettre de faire cette incroyable découverte. La voiture des Colson, coincée au milieu de la faille, 10 mètres plus bas. Les corps des 3 membres de la famille à l'intérieur du véhicule. L'engin de chantier a mis en évidence une faille sous la grange et la voiture des Colson est tombée. Elle est tombée dans ce trou béant qui s'est évidemment rebouché au-dessus de leur tête suite à l'écroulement de la grange et des nombreux matériaux qui s'y trouvaient. Les gars du chantier venus en renfort ont eu un mal de chien à extraire le véhicule. C'est une voiture break qui pesait plus d'1 tonne avec ses occupants à l'intérieur. Le 28 mars 2003, au bout de 5 heures de manœuvres périlleuses avec un camion grue, la voiture des Colson est extraite du trou béant qui se trouve sous la grange. Les corps des 3 victimes sont alors désincarcérés du véhicule et le bilan est dramatique. Tous sont décédés et les examens cliniques montreront qu'Anaïs et sa mère sont mortes sur le coup. Jean Colson, lui, est mort 3 jours plus tard. Le pauvre homme est resté pendant 72 heures à moitié inconscient, avec le volant encastré dans les côtes et hélas, la découverte du véhicule est arrivée trop tard. Lors de ce dernier jour d'investigation, les enquêteurs vont alors comprendre l'incroyable situation dans laquelle la famille Colson s'est retrouvée. Des tests dans le laboratoire de la section 13, associés à des simulations informatiques, ont permis de mettre en évidence les raisons de ce phénomène naturel d'une ampleur sans précédent. Les énergies souterraines génèrent des ondes et constituent une force dont il faut savoir se servir et parfois se méfier. En générant des ondes telluriques, appelées aussi ondes négatives, le noyau terrestre peut causer de graves dégâts à la surface. Cette étude réalisée par des géobiologistes sur la maison des Colson a démontré comment un courant magnétique dévastateur a pu faire s'écrouler la grange, emportant avec elle 3 des membres de la famille. Après avoir fait une chute de 15 mètres, le véhicule se retrouve enseveli sous des tonnes de gravats. Sylvie Colson et sa fille décèdent sous le choc. Quant à Jean Colson, il attendra 3 jours avant de trouver la mort. Et c'est là qu'on a pu faire un scénario plausible des événements qui ont conduit cette famille tout entière vers la mort. Les enquêteurs de la section 13 vont alors comprendre que dans la nuit du 25 mars 2003, les choses ne se sont pas du tout passées comme ils l'avaient imaginé au début de leurs investigations 3 jours plus tôt. La maison s'est mise, semble-t-il, au beau milieu de la nuit, à subir un champ magnétique dévastateur. Toute la famille est réveillée en sursaut. Ils s'habillent et quand ils voient la dangerosité du phénomène et son ampleur, ils décident de partir. Monsieur Colson se précipite à la grange et démarre la voiture. Le disjoncteur de la maison a sauté, ils se sont tous retrouvés dans l'obscurité et la mère et la fille parviennent à se glisser dans la voiture. Mais Emmanuel ne vient pas. Son père retourne le chercher à l'intérieur de la maison et il trouve son enfant au milieu de la cuisine.
Ce dernier, en voulant rejoindre le reste de la famille dans la grange, s'est à moitié perdu dans l'obscurité. Il réussit à marcher à 4 pattes, il va vite, et il arrive au milieu de la cuisine. Et en courant pieds nus, il a fait 7 chutes sur ce tesson de bouteille qu'il n'avait pas vu dans l'obscurité. Et là, il trouve la mort en quelques secondes. Son père a essayé de lui les retirer, il n'y est pas parvenu. Comme il est médecin, là il a compris qu'il venait de le perdre. Là, le sol a bougé et M. Colson a compris que sa femme et sa fille étaient en danger. Il a rejoint la grange, il est remonté dans le véhicule, il a démarré, et là c'est la fin. Le véhicule s'est enfoncé d'un coup dans un trou béant. Et la grange s'est effondrée à son tour sur le véhicule, recouvrant ainsi le trou de ses gravats. Les 2 passagères qui n'ont pas eu le temps de s'attacher sont mortes sur le coup. Et Jean Colson, 72 heures plus tard. Ce soir-là, ils voulaient fuir leur demeure qui semblait être habitée par un poltergeist dévastateur. Et ils se sont retrouvés pris au piège de cette faille tellurique sur laquelle leur maison était construite. Je peux vous dire que c'est une affaire qui restera gravée dans mes mémoires et qui a vraiment ébranlé mes convictions. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à croire à ces possibles contacts avec l'au-delà. Et malgré tout, cette séance avec Madame Benifacio a ébranlé mon esprit cartésien de scientifique. Et parfois, je suis contraint de me dire, et pourquoi pas? Les enregistrements de la médium semblent indiquer que la maison est habitée par l'esprit de son mari. Et certains pensent encore aujourd'hui que ce sont ces esprits qui sont à l'origine de la disparition des Colson.